Ma sœur millionnaire m'a trouvé par hasard en train de dormir sous un pont sans abri, épuisé, oublié. Après avoir appris que mes enfants m'avaient maltraité, volé ma maison et mise à la porte, elle m'a acheté un appartement en bord de mer et m'a donné 5 millions de dollars pour recommencer. Quelques jours plus tard, mes enfants sont arrivés, le sourire aux lèvres, des fleurs à la main. Mais elle a vu clair dans leur jeu. Et moi aussi. Mon propre fils a jeté ma valise sous la pluie en criant que je n'étais qu'un fardeau. À 72 ans, je me suis retrouvé à grelotter sous un pont. Ma dignité a été emportée par la tempête. Je me sentais abandonné, comme si toutes les années que j'avais consacrées à l'élever avaient été effacées en une seule nuit. Mais le destin en avait décidé autrement, et quand ma sœur m'a découverte là, tout a changé. Il pensait que je resterais silencieuse, brisée. Au lieu de cela, une tempête de vérité attendait, et elle allait détruire leurs mensonges pour toujours. Ma valise a heurté le trottoir dans un bruit sourd et humide. La pluie ne s'arrêtait pas. Elle tombait sans relâche, comme si le ciel était en colère pour moi. Mon fils se tenait sur le seuil de la porte, les bras croisés, le visage crispé de dégoût. Cette fois, il n'a pas crié. Il n'en avait pas besoin. Le silence entre nous disait tout. Il avait pris sa décision. Je n'avais plus ma place dans sa maison, ni dans sa vie. Je n'ai pas supplié. J'ai ramassé ma valise, complètement trempée le temps d'atteindre le trottoir. Mes pantoufles faisaient un bruit spongieux à chaque pas tandis que je m'avançais dans la tempête. Pas de parapluie, pas de manteau, juste un pull qui était chaud il y a 2 heures. Derrière moi, la porte a claqué. Ce son est resté avec moi plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. J'ai marché jusqu'à ce que mes jambes me lâchent. J'ai trouvé un muret en béton sous le pont de l'autoroute, juste à côté de la route principale. Ce n'était pas sûr. Ce n'était pas sec, mais c'était caché. J'ai glissé ma valise trempée sous moi, je me suis adossé au mur et j'ai écouté le bruit des pneus éclaboussant les flaques d'eau. Mon corps me faisait mal, mais pas autant que ma poitrine. Mes os semblaient être en papier et mon cœur en cendres. Quelques personnes sont passées, personne n'a jeté un second regard. Pour eux, je n'étais qu'une autre femme sans abri dans une ville qui en était pleine. C'est ce qui me faisait le plus peur. Je ne me sentais plus moi-même. Je me sentais invisible, mis au rebut. J'entendais sa voix en boucle dans ma tête. La façon dont il avait prononcé le mot « fardeau », comme si j'étais une corvée, comme si les années où je l'avais élevé n'avaient jamais existé. Je me suis souvenu des genoux écorchés que j'avais embrassés, des repas que j'avais sautés pour qu'il puisse manger. Et maintenant, à ses yeux, je n'étais qu'un poids. Le vent est devenu plus mordant à mesure que je restais assise. J'ai resserré la couverture, une que j'avais trouvée dans ma valise, fine et humide. Mon corps tremblait quand même, pas seulement de froid, mais de honte, d'incrédulité. Peut-être que certains d'entre vous comprennent ce sentiment, quand les gens à qui vous avez tout donné vous regardent comme si vous n'étiez rien. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai écouté les voitures, les sirènes, le bruit de quelque chose qui se brisait en moi. Vers 3 heures du matin, la pluie a ralenti. Je commençais tout juste à somnoler quand j'ai entendu des pas. Pas pressés, pas lourds, mesurés. J'ai levé les yeux et, une seconde, j'ai cru que je rêvais. Vivien, ma petite sœur. Ses cheveux étaient trempés, son maquillage avait coulé, mais elle me regardait comme si elle ne m'avait pas vu depuis 20 ans. Et peut-être que, d'une certaine manière, c'était le cas. Nous ne nous étions pas beaucoup parlé depuis qu'elle avait déménagé en Floride. La vie s'en était mêlée. Des histoires de famille, des choses compliquées. Mais elle était là, debout devant moi, comme un miracle enveloppé dans un trench coat de la fureur. Elle n'a rien dit au début. Elle s'est juste agenouillée à côté de moi, a écarté les cheveux mouillés de mon visage et a posé sa main sur la mienne. Et c'était tout. C'était le premier vrai contact humain que je ressentais depuis des semaines, peut-être des mois. Elle m'a aidé à me relever sans un mot, à ramasser ma valise et m'a conduite à sa voiture de location comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Pas de questions, pas de jugement. Je me suis assise dans sa voiture, le chauffage à fond, une couverture sur les épaules, essayant de ne pas m'effondrer. Elle m'a tendu un thermos de thé, encore chaud, qui sentait le miel et la menthe. J'ai pris une gorgée et j'ai senti la première lueur de sécurité depuis que j'avais quitté cette maison. Nous n'avons pas parlé avant d'arriver sur l'autoroute. « Tu viens avec moi » a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, non pas parce que j'étais d'accord,
mais parce que je ne pouvais imaginer aller nulle part ailleurs. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle n'en avait pas besoin. Je pense qu'elle l'a vu sur mon visage, dans la façon dont je tenais le thé à deux mains comme si c'était tout ce qu'il me restait au monde. La route s'étendait, longue et silencieuse. De temps en temps, je la regardais. Les mêmes yeux déterminés, le même dos droit. Vivien avait toujours été le feu, là où moi, j'étais l'eau. Elle s'embrasait quand on lui faisait du mal. Moi, j'endurais. Je survivais. Mais cette nuit-là, j'ai commencé à me demander si survivre était suffisant. Quand nous sommes arrivés au motel à l'extérieur de Tallahassee, elle m'a donné une clé de chambre et un sac de vêtements propres. J'ai pris une douche chaude, la première depuis des jours, j'ai lavé la pluie, la saleté, l'humiliation. Je me suis regardé dans le miroir jusqu'à ce que la vapeur embue mon visage. Puis j'ai dormi, pas profondément, pas paisiblement, mais j'ai dormi dans un lit. Et le lendemain matin, quand elle a dit que nous allions vers le sud, à Clearwater, je n'ai pas demandé pourquoi. Je l'ai juste suivi, car quelque chose en moi avait changé. Pas d'un coup, pas bruyamment, mais assez pour le sentir. Peut-être que vous l'avez senti aussi. Ce tournant silencieux. Ce moment où vous réalisez que cette fois, vous n'allez pas laisser passer. Cette fois, vous n'allez pas ravaler votre douleur juste pour préserver la paix. Pas quand ça vous coûte tout. Si quelqu'un que vous aimez vous a déjà traité comme un déchet, si vous avez déjà dû vous relever du sol avec rien d'autre que votre fierté et des articulations douloureuses, alors peut-être comprendrez-vous ce que j'ai fait ensuite. Et croyez-moi, ce ne sera pas joli, mais ce sera juste. Le lendemain matin est arrivé vite. J'ai ouvert les yeux sur un plafond bas d'hôtel et le bourdonnement constant du climatiseur. Le lit sous moi était trop ferme, les draps rêches, mais comparé au béton et à la pluie, c'était le paradis. Mes muscles me faisaient mal de la nuit précédente, mais mes mains étaient chaudes pour la première fois depuis des jours. Je me suis assise lentement, enroulant la couverture du motel autour de mes épaules. Je n'étais pas chez moi, mais j'étais quelque part. C'était suffisant. Vivien était déjà habillée et préparait ses affaires. Elle bougeait vite, concentrée, comme si elle avait planifié quelque chose toute la nuit. Elle ne m'a pas demandé comment j'avais dormi. Elle n'a pas fait de conversation, elle a juste pris ma valise et a dit « Il faut qu'on y aille ». Je l'ai suivie jusqu'au parking. Le ciel était bleu pâle, l'air chargé d'humidité, comme la Floride sent toujours avant midi. Je me suis glissé sur le siège passager, et dès que les portes se sont fermées, elle a démarré la voiture. Aucune hésitation. 10 minutes plus tard, elle s'est arrêtée à une station-service, a laissé le moteur tourner et m'a dit d'attendre. Elle est revenue avec un thermos de café frais, un sandwich pour le petit déjeuner et un dossier. Elle m'a d'abord tendu le dossier. À l'intérieur se trouvait l'impression d'une annonce immobilière, un appartement à Clearwater, 2 chambres, vue sur l'océan, entièrement meublé. Le prix m'a noué l'estomac. Je l'ai regardée et elle a enfin repris la parole. Cet endroit est à toi. Je l'ai acheté ce matin. Je n'ai rien dit. Impossible. Ma bouche est restée ouverte quelques secondes avant que je ne parvienne à la refermer. Mes mains tenaient le dossier comme s'il pouvait se briser. Vivien gardait les yeux sur la route. J'ai déjà viré l'argent. C'est à ton nom. Pas d'hypothèque. Pas de piège. J'ai tourné la page. Il y avait des photos. Un balcon face à la mer. Une cuisine avec des comptoirs en granit. Une chambre d'amis avec un bureau. Ça ressemblait au genre d'endroit où l'on passe 2 semaines chaque été, pas le genre d'endroit où quelqu'un comme moi vivait à plein temps. Mais j'ai continué à tourner les pages. Sur la dernière se trouvait un reçu bancaire, un dépôt sur un nouveau compte d'épargne, 5 millions de dollars. J'ai levé les yeux. Vivien n'a pas sourcillé. Tes économies. Rien qu'à toi. Je les avais mises de côté depuis des années. Tu ne le savais pas parce que je ne te l'avais pas dit. Maintenant, tu le sais. Je me suis rassise, le dossier sur les genoux, le café oublié. Mes oreilles bourdonnaient comme si quelqu'un avait allumé des feux d'artifice dans ma poitrine. Je ne pouvais pas former une pensée complète. Pas une seule. Les chiffres étaient là, sur la page, trop grands pour être ignorés, trop surréalistes pour être crus. Elle a ramené la voiture sur l'autoroute. Aucune de nous n'a rien dit pendant un moment. Je regardais le paysage défiler. Des centres commerciaux, des palmiers, des restaurants bon marché. Les choses semblaient normales,
mais rien ne me paraissait normal. Quelque chose avait changé en moi, et je ne savais pas encore si c'était de la gratitude ou de la honte. Elle a tourné sur une route plus calme, bordée de palmiers étroites. Après quelques pâtés de maison, nous avons passé une entrée fermée. Elle a tapé un code et le portail en fer s'est ouvert lentement. Un agent de sécurité nous a fait un signe de la main et Vivien a hoché la tête en retour. Je continuais à regarder droit devant moi. L'immeuble était bas, de couleur crème avec des balcons bordés de blanc et des toits en tuiles bleues. On aurait dit une carte postale. Vivien s'est garée sur une place réservée près de l'entrée. Elle a sorti ma valise du coffre et l'a portée à l'intérieur sans attendre. Le hall sentait le citron et la moquette neuve. Une femme à la réception a souri et a tendu un paquet de bienvenue à Vivien. Vivien m'a montré du doigt sans parler. La femme m'a regardé avec gentillesse. Le genre de regard que les gens portent aux chiens errants qu'ils aimeraient pouvoir aider. Nous avons pris l'ascenseur en silence. Au 3e étage, Vivien a déverrouillé la porte de l'appartement 3C et l'a poussée. C'était plus lumineux que ce à quoi je m'attendais. Les murs étaient beige clair, le canapé gris pâle. La lumière entrait à flot par les portes vitrées coulissantes qui menaient au balcon. Je me suis approché de la balustrade et j'ai regardé dehors. L'océan s'étendait jusqu'à l'horizon. Je pouvais l'entendre. Constant, lourd, vivant. Derrière moi, Vivien a posé la valise, s'est essuyé les mains et a dit « C'est ici que tu vis maintenant. Et je reste dans l'appartement d'en face pendant un certain temps, alors ne t'avise pas de disparaître. » Je me suis retourné, les mains toujours sur la rambarde. Je voulais dire merci, mais les mots ne semblaient pas suffisants. À la place, j'ai hoché la tête une fois, lentement. Vivien s'est approché. Je sais ce qu'il a fait. Je sais ce qu'ils ont fait. Tu n'es pas obligé d'en parler si tu ne veux pas. Mais tu ne les laisseras plus rien te prendre. Plus jamais. Elle m'a regardé dans les yeux. Son ton était tranchant, pas sentimental. Cet endroit est à toi. L'argent est à toi. Et j'ai déjà contacté Grace. Cela a attiré mon attention. Grace Hollandais, son amie avocate de l'université. Intelligente, impitoyable, prudente. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Grace prépare les documents en ce moment. Verrou financier, bouclier juridique. Tout ce que tu ne veux pas exposer restera scellé, et tout ce qu'ils essaieront de prendre, nous l'aurons anticipé de 2 coups. J'ai expiré lentement. Mes doigts se sont resserrés sur le bord du balcon. La voix de Vivien s'est adoucie. Tu n'es pas une invitée ici. Tu n'es pas dépendante. Tu es la propriétaire. Et j'ai besoin que tu commences à agir comme telle. Je suis resté là longtemps après son départ. L'océan n'arrêtait pas de bouger. Les pensées dans ma tête non plus. Paul pensait m'avoir enterré, que je pourrirais tranquillement dans le coin d'un refuge. Il pensait que la honte me ferait taire. Il n'avait aucune idée que j'étais sur le point de l'enterrer avec les choses même qu'il avait tenté de voler. 3 jours après mon emménagement, Vivien a organisé une petite réception de bienvenue au clubhouse du rez-de-chaussée. Elle ne m'a pas demandé si j'en voulais une. Elle m'a juste envoyé un SMS avec l'heure et m'a dit de porter quelque chose de bleu. Elle m'avait déjà acheté 2 nouvelles tenues et les avait suspendues dans le placard. J'ai choisi celle à manches longues, un tissu léger qui n'attirait pas l'attention mais me faisait redevenir moi-même. Je suis arrivé quelques minutes avant 18h. La pièce était doucement éclairée, avec des amuse-gueules disposés sur des plateaux blancs et une vue sur l'océan derrière une rangée de fenêtres. Une douzaine de personnes étaient là, principalement d'autres résidents de l'immeuble, des couples de retraités, quelques veuves, un homme plus âgé qui me rappelait mon défunt mari, bien que plus mince et avec un menton plus pointu. Je n'ai pas retenu la plupart de leurs noms, mais j'ai reconnu leur chaleur, celle qui ne pose pas trop de questions trop tôt. Vivien s'est assuré de me garder près d'elle. Elle m'a présenté avec juste assez de détails pour être polie, sans jamais entrer dans le personnel. Elle n'a jamais mentionné ce qui s'était passé, jamais mentionné Paul, elle a juste dit aux gens que j'étais venu à Clearwater pour un nouveau départ et que je faisais maintenant officiellement partie de la communauté. Sa voix avait ce ton ferme qu'elle utilisait pour fixer des limites. Pendant qu'elle se mêlait aux invités, je me suis retrouvé à l'autre bout de la pièce, près de la fenêtre, à regarder la lumière décliner sur l'eau. Ne pas parler me convenait. Je ne voulais pas m'expliquer à des étrangers. C'était suffisant d'être dans un endroit sûr, entouré de gens qui ne savaient pas ce que j'avais traversé.
Cela a changé quand l'un des gardes de sécurité de l'immeuble est entré par la porte latérale. Pas pour la fête, juste en patrouille. Il devait avoir la soixantaine, des épaules larges, des cheveux gris coupés courts, un badge accroché à son polo. Il a fait un tour lent dans le hall, puis s'est arrêté quand il m'a vu près du bol de punch. J'ai hoché la tête poliment. Il s'est approché. Il a montré le numéro de mon appartement sur mon badge. 3C, c'est en face de celui de mademoiselle Vivien, n'est-ce pas? J'ai dit que oui. Il a souri. Elle est vive. Elle ne manque aucun détail. Vous avez quelqu'un de bien qui veille sur vous. J'étais d'accord. Il a jeté un coup d'œil vers l'ascenseur, puis a baissé la voix d'un ton. Vous devriez peut-être garder un œil sur le va-et-vient dans le couloir. On nous a signalé quelqu'un qui traînait près des boîtes aux lettres tard hier soir. Ne correspondait à aucun profil de résident. Juste pour vous prévenir. Cela a resserré quelque chose dans ma poitrine. Je l'ai remercié et j'ai noté de le dire à Vivien. Elle le savait probablement déjà. Rien ne lui échappait. Quelques minutes plus tard, Vivien a levé son verre et a tapé une cuillère contre celui-ci. La pièce s'est tue. Elle a porté un court toast. Simple. Elle a juste dit qu'elle était heureuse que je sois là et que les secondes chances valaient la peine d'être célébrées. Les gens ont applaudi, quelqu'un a sifflé, puis tout est revenu à la normale. Mais j'ai remarqué qu'au moment où elle a terminé son discours, ses yeux se sont tournés vers la porte. Elle l'avait vu s'ouvrir. Je me suis retourné et je les ai vus aussi, Paul et Marissa. Ils portaient une chemise qu'ils repassaient rarement, mais cette fois-ci, elle était impeccable. Marissa était en beige et or, les cheveux bouclés, ses talons claquant doucement alors qu'elle entrait dans la pièce. Ils souriaient comme s'ils étaient à leur place. Mon estomac s'est noué. Vivien s'est dirigé droit sur eux. Je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit, mais son visage a clairement montré qu'il n'était pas invité. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas fait de scène, mais elle a bloqué leur chemin comme un mur de verre. Paul a regardé par-dessus son épaule vers moi, a souri comme si rien de tout cela ne s'était passé, comme si la dernière fois qu'il m'avait vu n'avait pas été sous la pluie, criant pendant que je m'accrochais à ma dignité comme à une flamme mourante. Je n'ai rien dit. Ma main a saisi le bord de la table des rafraîchissements. Vivien a fait signe à quelqu'un et un membre du personnel est intervenu. La conversation a été brève. Paul et Marissa ont tenu bon quelques secondes de plus, puis se sont retournés et sont sortis. Marissa n'a même pas jeté un regard en arrière. La pièce a lentement retrouvé son rythme. Les gens ont remarqué l'interruption, mais personne n'a posé de questions. J'en étais reconnaissante. Vivien est revenu à mes côtés, a pris un morceau de fruit sur le plateau et a dit « Je t'avais dit qu'il viendrait ». J'ai hoché la tête. Elle m'avait prévenu plus tôt ce matin qu'elle avait vu un commentaire en ligne d'un des amis de Marissa, quelque chose de trop spécifique pour être accidentel. Vivien avait déjà 3 coups d'avance. Après la fin de la réception, elle m'a raccompagné à l'étage. Nous nous sommes dit bonsoir dans le couloir et je suis entré dans mon appartement. À l'intérieur, je me suis assise sur le bord du canapé et j'ai attendu. Pas quelque chose de précis, j'ai juste attendu. Ils étaient venus non pas pour s'excuser, non pas pour expliquer. Ils étaient venus voir ce qu'ils pouvaient encore obtenir. Mais maintenant, ils savaient. Je n'étais pas là où ils m'avaient laissé. Je n'étais pas la femme qui était sortie dans la tempête avec sa valise. J'étais à l'intérieur, protégé, et plus seul. Pourtant, je ne me sentais pas assez en sécurité pour me reposer. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai ouvert le tiroir latéral du meuble du couloir et j'ai sorti un nouveau carnet que Vivien m'avait donné. J'ai cliqué sur un stylo et j'ai écrit une phrase en haut de la page, « Ce qu'ils m'ont pris, ils le rendront ». Puis j'ai tracé une ligne en dessous et j'ai écrit 3 mots, maison, nom, pouvoir. La fête était terminée. Le rideau était levé. Et ils étaient montés sur scène en pensant qu'ils contrôlaient encore l'histoire. Mais maintenant, j'avais le stylo, et j'allais écrire le reste. Vivien n'a pas perdu de temps. 2 jours après la fête, elle a frappé à ma porte à 10 heures précises avec une pile d'enveloppes dans une main et sa tablette dans l'autre. Ses cheveux étaient relevés en un chignon serré, et son expression me disait que nous avions dépassé le stade des avertissements en douceur. Elle a tout posé sur le comptoir de la cuisine et a ouvert le premier dossier. « Ils vont réessayer », a-t-elle dit. Mais cette fois, ce ne sera pas par le charme. Ce sera par la voie légale.
Je l'ai regardé étaler les pages une par une. Des lettres, des emails, des captures d'écran, la poussière numérique laissée par les activités récentes de Paul et Marissa. Vivien avait discrètement payé un détective privé pour surveiller tout mouvement financier ou juridique impliquant mon nom. Ce qu'elle a trouvé était subtil mais sans équivoque. Paul avait contacté un petit cabinet d'avocats hors de l'État pour se renseigner sur les transferts de procuration et les autorisations de soins aux personnes âgées. Marissa avait envoyé un message à quelqu'un sur Facebook Marketplace pour embaucher un notaire pour des documents à domicile. Vivien a tapoté l'un des papiers. Ils vont faire en sorte que ça ait l'air officiel, livré en main propre, personnel. Ils pensent que tu es assez faible pour signer quelque chose s'ils viennent en pleurant. Elle m'a regardé, les yeux fixes. J'ai besoin que tu fasses exactement ce que je te dis. Je n'ai pas discuté, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je comprenais quelque chose maintenant que je n'avais pas pleinement accepté auparavant. Il ne s'agissait pas d'un malentendu ou de distance. Il s'agissait de contrôle. Paul et Marissa ne voulaient pas m'aider. Ils voulaient ce qu'ils pensaient que je ne méritais plus de gérer. Alors, j'ai dit oui à Vivien, que je suivrais ses instructions. Cet après-midi-là, nous avons invité quelques voisins à prendre le café. Rien de formel, juste un après-midi décontracté avec des plateaux de fruits et des pâtisseries. Assez de monde pour créer un cadre social sans éveiller les soupçons. Vivien a dit au concierge de laisser monter Paul et Marissa s'ils se présentaient. Elle ne les a pas invités, mais elle s'est assurée que quelqu'un leur ouvrirait. Puis elle a glissé un appareil d'enregistrement sous la table d'appoint près du canapé et s'est assise comme si nous nous attendions à un changement de temps. Cela a pris moins de 20 minutes. Paul a frappé. Vivien n'a pas sourcillé. J'ai ouvert la porte. Il a souri comme si nous étions de vieux amis perdus de vue. Marissa se tenait derrière lui, tenant un sac cadeau avec du papier de soie doré qui dépassait. Elle portait du rose pâle et des perles. Ils avaient répété cette scène. Paul est entré le premier. Salutations bruyantes, blague sur le fait de passer pendant qu'ils étaient dans le coin. Marissa a posé le sac sur la table et a sorti une boîte de biscuits faits maison. J'ai dit « merci » sans émotion. Vivien observait tranquillement depuis son fauteuil. Après 5 minutes de bavardage superficiel, Paul s'est penché en avant, les mains jointes. « J'ai apporté quelque chose à te montrer » a-t-il dit. Il a sorti de sa mallette un document agrafé. La première page portait des lettres en gras en haut, « Accord familial de bien-être et de propriété ». Vivien a jeté un coup d'œil au titre et a croisé les jambes. Paul a fait glisser les papiers sur la table vers moi. Juste quelque chose pour faciliter les choses, pour que nous puissions aider, tu sais, coordonner les trucs médicaux, simplifier le processus en cas d'urgence. Il a souri à nouveau. Trop longtemps, trop forcé. J'ai pris la première page et j'ai lu en silence. Il y avait 6 pages. Au milieu se trouvait un paragraphe intitulé « Autorisation de procuration temporaire », suivi d'un autre intitulé « Clause de surveillance financière ». Le langage était prudent, pas ouvertement prédateur, mais il donnait à Paul un accès total pour agir en mon nom concernant les décisions médicales et financières. Il l'autorisait également à ouvrir et gérer des comptes bancaires en accès conjoint. J'ai posé le papier. Je n'ai pas parlé. Vivien s'est levé. Elle est allée à la cuisine, a sorti un deuxième dossier et est revenue. Elle en a tiré un document presque identique. Seulement, celui-ci avait une ligne rouge au milieu. C'est une copie de la version que tu avais fait rédiger la semaine dernière avec ce parajuriste à CMI, a-t-elle dit à Paul. L'email original est horodaté. Le langage est mot pour mot. Le visage de Paul s'est figé. Marissa est restée silencieuse. Vivien s'est tourné vers moi. Vas-y, demande-leur à quoi ça sert vraiment. Je n'en ai pas eu besoin. Le silence disait tout. Vivien a ouvert l'application d'enregistrement sur sa tablette et l'a laissé tourner. Puis elle a élevé la voix juste assez pour que les voisins entendent. Je veux que tout le monde sache, a-t-elle dit, que ce document a été conçu pour dépouiller Hélène de ses droits financiers sous couvert d'assistance. Voilà à quoi ressemble la manipulation familiale. Paul s'est levé rapidement. Tu ne comprends pas ce que nous essayons de faire, a-t-il dit. Marissa lui a attrapé le bras. Vivien est resté calme. Non, je comprends exactement. Et l'État de Floride aussi. Ainsi que le comité d'éthique. Et la communauté que vous essayez d'impressionner avec de fausses larmes et des biscuits. La voix de Paul s'est brisée. Tu fais une scène.
Vivien a ri une fois, sèchement. Une scène? Non, c'est de la clarté. Elle s'est tournée vers moi et a hoché la tête. Je me suis approché de la table, j'ai pris le contrat qu'ils avaient apporté et je l'ai déchiré en deux. La pièce est devenue silencieuse. Les voisins ont cessé de parler. Paul m'a regardé avec quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. La peur. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. J'ai simplement tenu les pages déchirées et j'ai dit, voilà ce qui arrive quand on confond le silence avec la faiblesse. Vivien a fait un geste vers la porte. Paul et Marissa sont sortis, cette fois sans se retourner. Je me suis assise lentement, mes mains encore chaudes du papier. Vivien m'a apporté un verre d'eau. Les voisins ont murmuré, puis se sont poliment excusés. Quand la pièce fut vide, Vivien a parlé à voix basse. Ils essaieront autre chose. J'ai hoché la tête. Je le savais aussi. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que nous avions de l'avance maintenant, et que je ne me contentais pas de tenir bon. J'étais prête à tout reprendre, pièce par pièce, nom par nom. Et cette fois, ils ne le verraient jamais venir. 3 matins après que j'ai déchiré leur contrat en deux, j'ai ouvert ma porte d'entrée et j'ai trouvé une orchidée blanche sur le paillasson. Pas de carte, pas de mots, juste la plante, délicate et parfaite, comme une excuse silencieuse qui n'avait pas le courage de frapper. Je suis resté là un long moment, sans la ramasser. L'air était chaud, le couloir silencieux. En face de moi, la porte de Vivien s'est ouverte. Elle est sortie, tenant une tasse de café dans une main, son téléphone dans l'autre. Elle a vu l'orchidée et s'est arrêtée. Il change de tactique, a-t-elle dit, sans même scier. J'ai hoché la tête une fois et j'ai laissé la plante où elle était. Je suis rentré, j'ai verrouillé la porte et j'ai laissé le silence s'installer. Ce soir-là, ils sont revenus, pas ensemble cette fois. Paul est arrivé vers 18h, portant un polo bleu que je me souvenais lui avoir acheté pour un entretien d'embauche qu'il n'a jamais eu. Son sourire était plus doux que d'habitude. Il portait un petit sac en papier du restaurant italien sur Maine. Il a dit qu'il pensait que je n'avais pas encore dîné. Je n'ai pas ouvert la moustiquaire. Il est resté là un moment. Il m'a dit que j'avais l'air en forme. A demandé si j'aimais le quartier. M'a dit que lui et Marissa avaient parlé, qu'il se sentait terriblement mal de la façon dont les choses avaient dégénéré. A dit que je lui manquais. Je n'ai rien dit. Finalement, il a laissé le sac sur le banc près du mur et s'en est allé. Je l'ai regardé partir, sans bouger. Le lendemain matin, c'était le tour de Marissa. Elle est arrivée juste avant midi avec un sac de courses et un livre sous le bras. Son ton était plus léger, presque décontracté, comme si c'était quelque chose qu'elle faisait toujours. Elle n'a pas parlé du contrat. Elle n'a pas mentionné la fête. Elle a juste dit qu'elle voulait passer, peut-être aider avec les courses, cuisiner quelque chose si j'étais fatigué. Avant, elle m'appelait par mon prénom. Ce jour-là, elle m'a appelé « maman ». Je l'ai observée à travers le Judas jusqu'à son départ. Elle a emporté les courses avec elle, a laissé le livre. Une semaine s'est écoulée ainsi. L'un venait, puis l'autre, parfois avec de la nourriture, parfois des fleurs. Une fois, une photo encadrée de Paul enfant, tenant une canne à pêche à côté de moi sur une jetée, un souvenir qu'il pensait pouvoir utiliser comme arme. Je n'ai pas répondu, mais j'ai observé et j'ai enregistré. Vivien m'avait donné un petit appareil, pas plus grand qu'une clé de voiture. Il était posé près de la porte, toujours allumé quand quelqu'un approchait. Je ne l'utilisais pas pour les surprendre en train de dire quelque chose de criminel. Je l'utilisais pour capter le ton, l'hésitation, les schémas. Parce que leurs mots ne visaient pas la réconciliation, ils visaient l'accès. Chaque conversation tournait autour du confort, de l'inquiétude, et finalement de la logistique, des factures, des comptes, de la planification de fin de vie, le langage de voleurs se faisant passer pour des soignants. Vivien a pris les enregistrements et les a partagés avec Grace. Grace n'a pas dit grand-chose au début, elle a juste écouté, pris des notes, posé des questions sur le courrier, les emails, les appels téléphoniques. Puis elle a signalé quelque chose. Paul avait demandé un changement d'adresse pour ma correspondance bancaire. Il l'avait fait en ligne en utilisant un numéro de téléphone d'il y a des années qui avait été lié à mon nom. Grace l'a découvert grâce à une vérification discrète qu'elle avait demandée à un contact bancaire. La demande n'avait pas encore été traitée, mais c'était un signal d'alarme. Vivien a changé les serrures de la boîte aux lettres le lendemain. La nuit suivante,
l'alarme incendie de mon couloir s'est déclenchée vers 2 heures du matin. Pas de feu, juste un levier tiré. Ramirez, le gardien, a examiné la caméra et a capturé une silhouette floue marchant dans le couloir de service 20 minutes plus tôt. On ne voyait pas le visage, mais on voyait la veste, la même que Paul portait à la fête. J'ai demandé à Vivien d'appeler Grace à nouveau. Elle a apporté un ordinateur portable le lendemain et m'a expliqué comment configurer des alertes numériques sécurisées, pour toute tentative d'accès à mes comptes, toute connexion depuis un appareil non reconnu, toute demande de fichiers liés à mon nom. J'ai tout accepté. Puis je lui ai demandé si elle pensait qu'ils avaient fini. Elle n'a pas répondu tout de suite. Ils vont essayer par la porte de derrière maintenant, a-t-elle finalement dit. J'ai demandé ce que cela signifiait. Elle a fermé l'ordinateur portable. Ils vont réessayer par la voie légale, mais pas directement. Ils trouveront quelqu'un pour le faire à leur place. Un notaire, un témoin mobile, un conseiller financier qui ne connaît pas toute l'histoire. 2 jours plus tard, un homme en tenue décontractée a frappé à ma porte. Il a dit qu'il venait d'un groupe de planification pour personnes âgées. A dit que ma famille avait demandé un examen rapide de mon plan de succession juste pour s'assurer que tout était en ordre. Il souriait comme si c'était normal. Comme si les femmes de 70 ans recevaient régulièrement des visites surprises d'étrangers polis tenant des porte-blocs et des dossiers de style gouvernemental. Je lui ai dit que j'avais déjà une équipe et j'ai fermé la porte. Il est parti rapidement. Grace a déposé une plainte officielle le lendemain matin auprès du bureau d'État de la Floride pour la tutelle professionnelle. Rien de dramatique, juste assez pour créer un dossier, une trace. Je savais ce qui se passait. Ils essayaient de me faire passer pour instable, désorganisé, vulnérable, car s'ils ne pouvaient pas me faire signer, ils essaieraient de prouver que je ne pouvais pas gérer. Je n'en ai parlé à personne, même pas à Vivien. Mais cette nuit-là, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai relu le titre de propriété. J'ai passé mes doigts sur le cachet en relief. J'ai chuchoté mon nom à voix haute, pas pour le drame, mais pour la clarté. Puis j'ai remis le papier dans son dossier, j'ai fermé le tiroir et je l'ai verrouillé. La sonnette a retenti une fois de plus cette semaine-là. Cette fois, Paul a apporté du vin. Marissa attendait près de l'ascenseur. Il n'a pas demandé à entrer. Il a demandé à parler. A dit que les choses étaient difficiles. A dit que la famille devrait rester unie. A dit que peut-être nous pourrions parler de choses pratiques. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai juste parlé à travers l'entrebâillement. Ne reviens pas, sa voix s'est brisée, non pas de tristesse, mais de rage masquée en confusion. Je n'ai pas répondu. J'ai attendu. Il est parti. Je suis retourné à la cuisine, je me suis assise et j'ai fait une liste. 3 colonnes. Ce qu'ils ont essayé, ce qui a échoué, ce qui ne serait jamais pardonné. Je ne défendais plus rien. Je documentais, je préparais. La tempête était passée, mais les dégâts qu'elle avait laissés derrière elle serviraient de preuve, et c'est moi qui la porterais, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus rien à réclamer. Le coup à la porte est venu un mardi après-midi, ni pressé, ni nerveux, juste assez régulier pour suggérer la familiarité. J'étais dans la cuisine quand je l'ai entendu. Je n'ai pas tressailli. J'ai marché lentement vers la porte, comme je l'avais répété avec Vivien et Grace. Je n'ai pas ouvert tout de suite. J'ai regardé par le Judas. Paul était là, les mains vides, pas de cadeaux, pas de dossier, pas de nourriture. C'était un changement. Derrière lui, Marissa attendait près de l'ascenseur, faisant semblant de ne pas regarder la porte, mais je pouvais voir l'angle de son épaule. Elle écoutait. J'ai déverrouillé la porte mais j'ai gardé le loquet en place. Je ne l'ai pas invité à entrer. Paul s'est légèrement penché en avant. Je voulais juste voir comment tu allais, a-t-il dit à voix basse. Je suis restée silencieuse. Il a continué. Les choses ont été tendues. Et je comprends. Nous avons dépassé une limite. Toujours rien. Tu me manques, c'est tout. À Marissa aussi. Nous ne sommes pas fiers de la façon dont nous avons géré tout ça, mais nous voulons arranger les choses. Nous en avons parlé. Nous pensions que si nous te montrions que nous sommes là pour toi, tu nous croirais. Il a sorti une petite enveloppe de sa poche arrière et l'a tendue. Ce n'est rien de légal. C'est juste quelque chose que nous avons écrit avec le cœur. J'ai passé la main par l'entrebâillement et j'ai pris l'enveloppe. Puis j'ai fermé la porte sans un mot.
À l'intérieur, je l'ai ouverte lentement. 2 pages, manuscrites. Le ton était doux, teinté de culpabilité, avec des mots comme pardon, regret, reconstruction. L'écriture de Marissa était sur la 2e page. Elle mentionnait qu'elle s'était inscrite à un cours d'aide à la personne, qu'elle voulait être plus utile. Elle disait que la famille était la seule chose qui comptait maintenant. J'ai plié les pages, je les ai posées sur la table et j'ai appuyé sur le bouton sous le bord du comptoir. Le petit enregistreur s'est mis en marche. Il était là depuis des jours, à attendre. Je suis retourné à la porte et je l'ai ouverte complètement cette fois. Paul s'est retourné, une lueur d'espoir traversant son visage. « Entre » ai-je dit. Il est entré seul. Je ne l'ai pas salué. Je n'ai pas souri. Il s'est assis au bout du canapé, a ajusté ses manches, a regardé la pièce comme si c'était la première fois qu'il la voyait vraiment. « Cet endroit est magnifique », a-t-il dit. « Tu t'es bien installé. » J'ai hoché la tête une fois. Il a jeté un coup d'œil vers le couloir. Marissa est en bas. Elle ne voulait pas t'envahir. Je n'ai rien dit. Paul s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Écoute, je sais qu'on a tout gâché, et je sais que tu ne nous feras probablement plus jamais entièrement confiance, mais nous sommes ta famille. Nous ne sommes pas là pour nous battre. Nous sommes là pour arranger les choses. Il a fait une pause, laissant les mots en suspens. Je sais que tu as mis des choses en place maintenant. Des gens qui t'aident, des avocats, peu importe ce que Vivien a organisé, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de nous. Tu es toujours notre mère. Nous voulons toujours t'aider. Il m'a regardé, les yeux interrogateurs. Je ne veux pas de ton argent. Je veux juste la paix. Je me tenais près du bord du salon, l'observant, laissant l'enregistreur capter chaque mot. Il a continué. Je sais que tu as des comptes, des économies, des propriétés, tout ça. Et c'est génial. Ça veut dire que tu es en sécurité. Ça ne veut juste pas dire qu'on ne peut pas être impliqué. Tu ne devrais pas avoir à tout gérer seul. Puis il a changé de ton. Je veux dire, et si quelque chose arrive, une chute, un problème de santé? Ne penses-tu pas qu'il est logique d'avoir quelqu'un de référencé? Quelqu'un qui peut prendre une décision si tu ne le peux pas. Je me suis légèrement tourné vers la cuisine. Les laisser continuer à parler. J'ai des papiers. C'est basique. Juste pour qu'on soit listé comme contact d'urgence. Rien de contraignant, rien de financier, juste un accès au dossier pour qu'on puisse aider. C'est tout. Il a sorti un mince dossier de la poche de sa veste. C'était la vraie raison de sa venue. Je n'ai pas bougé. Il a posé le dossier sur la table basse, s'est rassis comme s'il venait d'offrir quelque chose de noble. Tu n'as même pas besoin de le regarder maintenant. Pense Y, c'est tout. Sans pression. J'ai regardé le dossier. Bleu pâle. Aucune marque à l'extérieur. J'ai finalement parlé. Où est Marissa en ce moment? Il a hésité. En bas, dans la voiture. Seul. Il a hoché la tête. Je suis allé à la porte du balcon et j'ai légèrement tiré le rideau. Elle était là, appuyée sur le capot, parlant au téléphone. J'ai laissé retomber le rideau. J'ai pris le dossier, je suis allé dans la cuisine et je l'ai jeté à la poubelle. Quand je suis revenu dans le salon, Paul était debout. Je ne voulais pas t'offenser, a-t-il dit. Je n'ai rien dit. Je pensais que tu apprécierais l'effort. Toujours rien. Je suppose que Vivien t'a bien eu. Cela m'a fait marquer une pause. Je me suis approché. Vivien n'a rien fait, ai-je dit. C'est toi qui as fait ça. La mâchoire de Paul s'est crispée. Le masque est tombé une seconde. Puis il s'est avancé, a essayé d'adoucir à nouveau son visage. S'il te plaît, réfléchis Y, je l'ai interrompu. C'est déjà fait. J'ai ouvert la porte. Il est resté là un instant de plus, comme s'il allait dire autre chose, mais il ne l'a pas fait. Il est sorti. J'ai fermé la porte derrière lui et je l'ai verrouillée. Puis j'ai éteint l'enregistreur. 2 jours plus tard, Grace est passée avec une transcription imprimée. Elle l'a ajoutée à un dossier déjà épais de déclarations, de photos, de journaux, une chronologie claire de pression et de manipulation. Chaque entrée datée, chaque ligne cohérente. Ils n'avaient pas arrêté. Ils avaient juste changé de forme. Et maintenant,
j'avais la preuve. La prochaine fois qu'ils essaieraient quelque chose, ce ne serait pas un jeu de devinettes. Ce seraient des preuves, et ce serait suffisant. Quand l'enveloppe est arrivée, c'était dans un simple paquet blanc. Pas d'adresse de retour, pas de timbre, juste glissé sous ma porte comme une menace silencieuse. Je l'ai trouvé tôt ce matin-là en préparant mon thé, à moitié endormi, mes pantoufles traînant sur le sol frais. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être une autre lettre d'excuse ou une carte d'une des dames du club de lecture, mais son poids m'a dit le contraire. Ce n'était pas souple. Ce n'était pas personnel. C'était rigide, lourd. À l'intérieur, ce n'était pas une lettre. C'était 6 pages imprimées, agrafées. Chaque page remplie d'un langage conçu pour embrouiller, pour intimider. Ils avaient engagé un avocat, ou du moins ils voulaient que je le pense. La lettre affirmait que, pour des raisons de santé et de sécurité, Paul et Marissa déposaient une demande de révision de tutelle. Qu'ils avaient des preuves de déclin mental et s'inquiétaient pour mon bien-être. Que mes récentes décisions financières avaient été erratiques et pouvaient présenter un danger pour moi-même et pour les autres. Je me suis assise lentement, relisant cette ligne 3 fois. Elle disait que mes décisions étaient erratiques. Moi. La femme qui a géré le budget d'une clinique d'urgence pendant plus d'une décennie. Celle qui s'occupait des factures et des litiges avec les fournisseurs pendant que mon mari travaillait de nuit. Celle qui a fait durer 2 retraites à travers un krach boursier. Et il me traitait d'instable. Je n'ai pas pleuré. J'ai ri. Puis j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Vivien. À midi, Grace était à ma porte avec une copie de la même lettre, transmise par le bureau de Vivien. Ils avaient essayé de l'envoyer là-bas aussi, supposant probablement qu'elle paniquerait ou me pousserait à céder. Ils ne comprenaient pas qui était Vivien. Grace a posé son ordinateur portable sur le comptoir et a ouvert un document intitulé « Dossier de réponse de protection ». Il était déjà en cours d'élaboration. Grace ne faisait qu'ajouter les dernières pièces, les transcriptions, les photos, l'enregistrement audio de la visite de Paul, des copies des chèques qu'il m'avait envoyés des semaines auparavant avec de petites notes dans les mémos qui disaient des choses comme « juste au cas où tu aurais besoin d'aide pour décider ». Grace a lu la lettre avec un calme professionnel, soulignant des phrases clairement tirées de modèles juridiques en ligne. Certaines des affirmations n'étaient même pas conformes à la loi californienne. Il y avait des détails manquants, une terminologie mal utilisée. « Ils veulent te faire peur », a dit Grace. « Il ne s'agit pas de ta santé, il s'agit de contrôle. » J'ai hoché la tête. Nous n'avions pas besoin de déposer quoi que ce soit pour le moment, mais Grace a contacté un ami au greffe du tribunal des successions pour enregistrer les documents. Si quelque chose apparaissait, nous serions prêts. À la fin de la journée, Vivien avait envoyé une réponse formelle, formulée comme une lame de velours, chaleureuse mais ferme, le genre de lettre qui ne se contentait pas de repousser. Elle avertissait. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai appelé mon médecin, non pas parce que j'étais inquiète, mais parce que je voulais des dossiers. J'ai pris rendez-vous pour un examen cognitif complet et un bilan de santé, programmé le test la même semaine. Je les ai tous réussis. Pression artérielle stable, réflexe vif, mémoire aiguisée, vitesse de traitement encore plus rapide que la plupart des gens de la moitié de mon âge. 2 jours plus tard, les résultats étaient dans un dossier entre les mains de Grace. Je lui ai demandé d'en faire 3 copies. J'en ai envoyé une à Paul. Pas de mots, juste le rapport. Une semaine a passé, puis 2. Pas d'appel, pas de visite, pas de lettre sous la porte. J'ai pensé un instant qu'ils avaient peut-être reculé, mais c'était l'erreur, car pendant que je savourais le silence, ils s'activaient ailleurs. Vivien a reçu l'alerte la première. Elle avait mis en place un suivi auprès du bureau du registre foncier. Chaque fois qu'un privilège, une enquête ou un litige était déposé avec mon nom ou mon adresse, elle en serait informée. C'est comme ça que nous avons découvert qu'ils avaient soumis une demande à la banque qui détenait mon compte d'épargne. Ils essayaient de se faire inscrire comme co-bénéficiaires. Ce n'était pas une démarche légale. C'était une tentative de pêche aux informations. Marissa avait appelé en se faisant passer pour moi, prétendant avoir oublié son accès en ligne, et avait demandé à mettre à jour les bénéficiaires par téléphone. L'employé a immédiatement signalé l'anomalie. Mon âge et les notes vocales ne correspondaient pas. La banque a gelé la demande et l'a enregistrée, mais ils ont quand même essayé. Ils ne se souciaient même plus de paraître désespérés. J'ai fixé le rapport bancaire pendant un long moment cette nuit-là. Pas en colère, juste silencieuse.
Il ne s'agissait plus d'argent. Il s'agissait de m'effacer. Ils voulaient ma liberté, ma dignité, mon nom sur papier à côté du leur. La preuve qu'ils avaient le pouvoir, que j'avais besoin d'eux. Vivien et Grèce ont fait en sorte que les comptes soient légalement scellés avec une surveillance par un tiers. Pas de nouveaux noms, pas de bénéficiaires. Tout irait à une fondation s'il m'arrivait quelque chose. Une que j'avais déjà créée discrètement des mois auparavant. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de s'assurer que personne ne pourrait plus jamais me piéger. Plus tard cette semaine-là, Grèce m'a remis une autre enveloppe, plus épaisse que la dernière. À l'intérieur se trouvaient 2 affidavits signés de mon ancien propriétaire et de ma voisine. Des témoins des nuits où Paul et Marissa m'avaient laissé dehors, avaient refusé d'ouvrir leurs portes, avaient dit aux enfants que j'étais dramatique. Il y avait aussi une déclaration notariée de l'infirmière communautaire, celle qui avait vu mes bleus quand j'étais tombé. Elle a confirmé que personne de ma famille n'était venu me chercher aux urgences. Ils voulaient monter un dossier contre moi. J'étais déjà en train de construire un mur autour de moi. Brique par brique, papier par papier, vérité par vérité, et chaque page était plus tranchante que la précédente. Il y avait une phrase dans le résumé de Grèce qui m'a marqué. Les agresseurs aux motivations superficielles sous-estiment le pouvoir d'une longue mémoire. Elle avait raison. Je me souvenais de tout. Et maintenant, le tribunal aussi. La loi aussi. Et bientôt, eux aussi. L'invitation est venue de Paul. Un simple texto, court et poli. Il demandait si je serais d'accord pour venir dîner chez eux dimanche prochain. Disait que les enfants s'ennuyaient de moi. Disait qu'ils aimeraient repartir à zéro. Il terminait le message par une phrase pleine d'espoir sur la famille et le pardon. Je l'ai regardé un moment, laissant les mots s'installer. Je savais ce que c'était. Je l'avais vu venir. Vivien l'avait vu. Grèce l'avait prédit presque à la semaine près. Ils avaient essayé la pression légale. Ça avait échoué. La fausse tentative de tutelle n'avait pas abouti. L'astuce des bénéficiaires avait été exposée. Et maintenant venait l'offensive de charme. Pourtant, j'ai accepté. Je lui ai dit que je serais là à 18h. Dimanche, j'ai porté une robe bleu marine douce, celle avec le col montant et les manches longues. J'ai attaché mes cheveux en arrière et j'ai porté ma montre en or, celle que Charles m'avait offerte pour notre 25e anniversaire. Je ne portais rien d'autre qu'une fine enveloppe dans mon sac à main et mon expression la plus calme. La maison n'avait pas changé. Revêtement blanc, paillis frais, une nouvelle couronne sur la porte, comme si tout cela pouvait dissimuler l'amertume qui s'accrochait au mur. Marissa m'a accueilli avec un sourire trop large. Ses yeux ont balayé ma tenue, essayant de la lire comme un signal. Elle s'est écartée, me laissant entrer avec une main dans mon dos, ferme et contrôlante. La table était mise pour 7. Paul était assis en bout de table. Les enfants étaient bien habillés, leurs chemises trop rigides pour un dimanche, leurs yeux allant de moi à leurs parents. Nous nous sommes assis, nous avons mangé, la nourriture était bonne, un peu trop parfaite. Ils ont parlé des notes des enfants, de la façon dont Paul envisageait un changement de travail. Marissa a complimenté le plat qu'elle avait préparé 2 fois avec le genre de ton qui a besoin d'approbation. J'ai hoché la tête poliment, j'ai répondu quand on me le demandait. Je n'ai rien évoqué des derniers mois, et eux non plus, pas directement. Mais à peu près à la moitié du dessert, Paul s'est penché en arrière sur sa chaise et a poussé un soupir. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, a-t-il dit, à la façon dont les choses se sont compliquées, et je sais que nous avons tous fait des erreurs, mais je déteste la distance entre nous. Marissa a pris sa main. Et avec les enfants qui grandissent, a-t-elle ajouté, nous ne voulons tout simplement pas avoir de regrets. Nous voulons qu'ils sachent à quoi ressemble une vraie famille. C'était à mon tour de hocher la tête. J'apprécie cela, ai-je dit. Vraiment. Ils ont souri, puis Paul a dit. Je me demandais, maman, si nous pouvions parler un jour de la façon dont nous allons de l'avant, peut-être revoir certaines des décisions qui ont été prises quand les choses étaient tendues, surtout en ce qui concerne les questions de succession. C'était ça. Le gant de velours retiré, la main en dessous qui se tendait. J'ai laissé la pause s'installer juste assez longtemps. Puis j'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti l'enveloppe. Bien sûr, ai-je dit, mais je pense qu'il est préférable que nous soyons tous clairs. Alors, j'ai fait rédiger quelque chose. J'ai fait glisser l'enveloppe sur la table. Les doigts de Marissa ont tressailli avant qu'elle ne se reprenne. Paul l'a prise et l'a ouverte.
À l'intérieur se trouvait un addendum notarié. Il décrivait l'établissement permanent de la Fondation Rutellerie, l'organisation à but non lucratif que j'avais créée. Il confirmait que la maison où je vivais maintenant, les comptes bancaires, le fonds en fiducie, tout était légalement et irrévocablement lié à la Fondation. Il listait les bénéficiaires, un programme de bourse pour les mères célibataires de plus de 60 ans, un fonds de soins pour les victimes de maltraitance de personnes âgées, et un service de santé communautaire nommé d'après Charles. Le visage de Paul s'est raidi. Le sourire de Marissa s'est fissuré sur les bords. Vous voyez, ai-je dit doucement, j'y ai aussi pensé, beaucoup, et j'ai réalisé que je ne veux pas passer le reste de ma vie à m'inquiéter de savoir qui mérite quoi, ou qui pense avoir gagné une part de quelque chose qu'ils n'ont jamais construit. Paul a dégluti difficilement. Je pouvais voir la chaleur derrière ses yeux. Il se retenait, essayant de garder le contrôle. Je ne vous coupe pas les ponts, ai-je ajouté. Mais je choisis la paix, la clarté et la protection. Personne n'a rien dit. Les enfants étaient figés, confus, trop jeunes pour comprendre le sous-entendu, mais assez vieux pour sentir la tension s'installer, épaisse, dans l'air. Je me suis levé lentement. Le dîner était délicieux. Merci. Marissa a commencé à parler, mais les mots ont trébuché. Elle a essayé de sourire à nouveau, mais a abandonné à mi-chemin. À la porte, Paul m'a suivi. C'est tout, a-t-il dit à voix basse. Je n'ai pas arrêté de marcher. Maman, a-t-il répété un peu plus fort, un peu plus sèchement. Nous essayons d'arranger les choses. Je me suis finalement retourné. Non, ai-je dit. Vous essayez de regagner l'accès. Il a tressailli. Mais ce que vous avez perdu, c'est la confiance. Et je ne la distribue pas comme de la tarte à Thanksgiving. Je suis parti. De retour dans ma voiture, j'ai expiré. C'était fait. Pas de cri, pas de tribunal, juste la vérité. Documenté, signé, scellé et livré. Il m'avait sous-estimé. Pas seulement en tant que mère, veuve ou vieille femme. Ils avaient sous-estimé ma mémoire, ma détermination, ma capacité à planifier. Et maintenant, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi cette nuit-là sans verrouiller la porte 2 fois, parce qu'ils ne pouvaient plus m'atteindre. Ni en droit, ni en mensonge, ni en héritage. 3 jours après ce dîner, je me suis réveillé au son du gravier crissant sous ma fenêtre. J'ai légèrement écarté le rideau, pas assez pour être vu. Le camion de Paul était garé dans l'allée. Il est resté un moment dans la cabine, puis est sorti, faisant les 100 pas, comme s'il n'avait pas décidé ce qu'il était venu faire. Il était encore tôt, même pas 8 heures. Le brouillard de la plage ne s'était pas encore levé. La rosée était posée sur la vitre comme un voile entre moi et ce qui se passait. Je n'ai pas ouvert la porte. Il a frappé 1 fois, puis 2 fois de plus doucement. Puis il est parti. 10 minutes plus tard, un appel est arrivé. Numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Le message était court. Sa voix calme mais tendue. Il a dit qu'il respectait mon choix, qu'il me laisserait de l'espace, qu'il comprenait maintenant ma position. Cela semblait presque civil, presque. Mais l'après-midi, j'ai su que quelque chose avait changé. Vivien m'a appelé, la voix tendue. Elle venait de raccrocher avec quelqu'un qu'elle connaissait au bureau du greffier. Apparemment, une nouvelle motion avait été déposée. Paul et Marissa tentaient de contester à nouveau ma capacité mentale, cette fois sous une autre clause. Ils essayaient d'utiliser ma fondation comme preuve que j'étais manipulé, exploité financièrement, que je ne pouvais pas agir en pleine clarté mentale. Je n'ai pas bronché. Vivien a demandé si je voulais qu'elle réponde. Je lui ai dit, non, pas encore. Parce que parfois, il faut attendre. Il faut laisser les gens s'enfoncer plus profondément. Il faut laisser la corde s'allonger assez pour que la chute soit finale. Le lendemain matin, je suis allé en ville, pas pour voir un avocat, pas pour répondre légalement. Je suis allé à la boulangerie. À l'intérieur, la propriétaire, Jackie, m'a longuement regardé puis a souri. Elle avait 5 ans de plus que moi, marchait avec une canne, tenait la boutique avec sa petite fille. Nous avions parlé quelques fois auparavant de la subvention communautaire que j'avais mise en place. Je me suis assise avec elle, je lui ai dit que j'avais une proposition. Cet après-midi-là, nous avons imprimé des prospectus. Le lendemain, des affiches étaient accrochées dans les bibliothèques, les cliniques, les refuges.
la Fondation Rutellerie lance des journées communautaires, ateliers gratuits, repas, consultations pour les femmes âgées cherchant à réintégrer le marché du travail, à échapper à l'isolement, à protéger leur patrimoine. L'événement a eu lieu à la mairie, à seulement 2 pâtés de maison du bureau d'assurance de Paul. 200 personnes se sont présentées. À la fin de la semaine, la fondation était dans le journal local, puis dans un journal régional, puis sur un blog national pour les droits des aînés. Je suis restée silencieuse pendant tout ce temps. Je n'avais pas besoin de parler. La visibilité était sa propre défense. Vendredi, Grace est passée. Elle avait entendu dire que Paul et Marissa rencontraient un deuxième avocat, quelqu'un d'agressif, de bruyant. Elle m'a prévenu qu'il ne reculait pas. J'ai souri. Je l'ai remercié. Et puis je lui ai tendu une série de documents. Ils n'étaient pas pour moi. Ils étaient pour le conseil d'administration de la fondation. Des gens que nous avions soigneusement choisis, aucun d'entre eux de la famille. Tous forts. J'avais cédé la maison, les comptes restants et même les droits sur mon nom à la clause de protection de la fondation. Ce qui signifiait que, quelle que soit l'accusation portée contre moi, rien ne pouvait être liquidé ou touché sans l'approbation complète du conseil. Les yeux de Grace s'écarquillèrent en lisant. Vous verrouillez toutes les portes. J'ai hoché la tête. Laissez-les essayer, ai-je dit. Ils ne font que prouver mon point de vue. Dimanche, ma sonnette a de nouveau retenti. Cette fois, c'était Marissa. Elle tenait des fleurs, bon marché, le genre qu'on achète à la hâte dans une station-service. Ses yeux étaient doux, apologétiques, mais j'avais appris à voir à travers la douceur. Elle pouvait être une arme, tout comme la rage. Elle est entrée dans le salon quand je ne l'ai pas arrêtée. Je ne savais pas qu'il déposait une nouvelle plainte, a-t-elle dit. Je le jure. J'ai attendu. Je veux juste qu'on revienne en arrière, a-t-elle ajouté, avant que tout ne se complique. Elle s'est assise, a regardé la pièce comme si elle essayait de la mémoriser. Puis est venue la ligne suivante. S'il y a quoi que ce soit que nous devons signer pour montrer notre soutien, quoi que ce soit pour mettre ça derrière nous, nous le ferons. Et voilà. Elle n'était pas venue pour la réconciliation. Elle était venue pour tâter le terrain. Je me suis levé. Elle n'a pas bougé. Je sais ce que vous faites, ai-je dit calmement. Et je veux que tu te souviennes de quelque chose. Cette maison, cette paix, cette vie. Je l'ai construite sans vous. J'ai survécu à tout ce que toi et Paul m'avez fait subir. Et je l'ai fait en silence. Son visage s'est décomposé. Je suis restée silencieuse par respect. Mais ne confonds pas le silence avec la faiblesse. Elle s'est levée à son tour, la voix brisée. Paul s'effondre. Il ne mange pas. Il perd des clients. Il me blâme. J'ai peur. Je l'ai regardé un long moment. Puis j'ai dit, pas cruellement, juste finalement. Ce n'est plus mon fardeau. Elle est partie. Cette nuit-là, j'ai dormi avec la fenêtre ouverte. J'ai écouté l'océan comme je le faisais avec Charles. Et pour la première fois depuis le début de tout ça, je n'avais pas l'impression de me préparer à un coup. Je me sentais achevée, pas vaincue, complète. Parce qu'il y a un moment après la tempête où le silence revient, et il n'est pas vide, il est mérité. Lundi matin, je pouvais sentir un changement dans l'air. C'était subtil au début, juste la façon dont le quartier semblait plus calme, comme s'il retenait son souffle. Quelque chose arrivait, et je savais que ce ne serait pas doux. Vivien a appelé juste après midi. Sa voix était calme, mais directe. La date du procès a été fixée, a-t-elle dit. Ils l'ont fait avancer rapidement. Ils sont confiants. Mais ils ont fait une erreur, Ruth. Une grosse erreur. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je connaissais assez bien Vivien pour attendre. Ils ont soumis des preuves. A-t-elle continué? Des dossiers financiers, des lettres, des emails, des déclarations. Elle a fait une nouvelle pause, laissant le silence souligner ce qui allait suivre. Ils ont falsifié ta signature. Je suis resté très immobile. Elle a expliqué. Les documents que Paul et Marissa avaient déposés prétendaient que je leur avais accordé une procuration pour la fondation, que j'avais transféré le droit de modifier ses statuts. C'était audacieux, imprudent. Ils avaient simulé une réunion entière, un vote du conseil, l'avaient même fait notarier. Vivien avait déjà envoyé le dossier à l'expert en graphologie.
Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a également eu un déjeuner discret ce week-end-là avec l'un des notaires qui, selon eux, avait été témoin du document. Il ne se souvenait pas de la réunion. Il ne se souvenait pas de moi, parce qu'elle n'avait jamais eu lieu. C'était la faille. Et à travers cette faille, tout s'est effondré. Mercredi, le rapport de l'expert était prêt. Non seulement les signatures étaient incohérentes, mais les métadonnées d'horodatage des fichiers PDF révélaient qu'ils avaient été antidatés de manière négligente. Un document était censé avoir été signé dans un café de San Luis Obispo, un endroit qui était fermé pour rénovation à l'époque. Un autre faisait référence à un membre de la fondation qui avait démissionné 3 mois plus tôt. Ils n'avaient pas seulement menti. Ils avaient été paresseux. C'est là que Vivien a agi. Elle a déposé une motion pour fraude et parjure. Elle a soumis le rapport, la déclaration du témoin notaire et une déclaration du président du conseil d'administration de la fondation. Ce n'était plus seulement une réponse. C'était une contre-attaque en règle. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Un jour plus tard, le bureau juridique du comté a pris contact. Il s'avère que tenter de frauder une organisation à but non lucratif enregistrée n'est pas seulement une affaire civile. Cela peut être criminel. Et parce que la fondation s'occupait du bien-être des personnes âgées, il y avait une deuxième couche de protection. Un examen automatique avait été déclenché au moment où Vivien a déposé sa contre-poursuite. Le bureau du procureur de district voulait parler. Pendant ce temps, je suis restée silencieuse. J'ai arrosé mes plantes. J'ai fait du pain de maïs. J'ai marché sur la plage chaque matin avant le lever du soleil. Mais à l'intérieur, j'ai senti un changement. Plus de colère. Même pas de justice, juste de la clarté. Ils avaient tracé la ligne, l'avaient franchie, l'avaient peinte en rouge, et maintenant la ville allait le voir. L'audience était prévue pour jeudi matin. Je suis arrivé tôt, je me suis assise au 2e rang avec Vivien à mes côtés. La salle d'audience était modeste, rien à voir avec la télé, juste de l'air froid, des bancs en bois et le faible murmure de l'anticipation. Paul était assis 3 rangs devant avec Marissa. Aucun d'eux n'a regardé en arrière. Le juge a été rapide. Il a examiné les preuves, a autorisé de brèves déclarations. Vivien, toujours calme, a tout exposé, proprement, factuellement, indéniablement. Elle n'a même pas eu besoin d'élever la voix. L'expertise, le témoin, les chronologies, tout y était. Quand ce fut le tour de Paul, son avocat a balbutié, a tenté de prétendre que je l'avais autorisé verbalement, que j'avais des problèmes de mémoire, que j'avais mal compris. Vivien a simplement brandi les rapports de la clinique, montrant que j'avais passé une évaluation cognitive complète juste un mois plus tôt. Le même rapport qu'ils avaient eux-mêmes soumis dans un dossier précédent pour affirmer que j'avais la capacité de prendre des décisions avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Il s'était contredit par écrit 2 fois. Le juge a suspendu l'audience. Dehors, je me tenais sur les marches du palais de justice pendant que Vivien parlait avec le représentant du procureur. Le soleil était dur, mais je l'ai accueilli. Qu'il réchauffe le sommet de ma tête. Qu'il remplisse le silence. Puis je l'ai entendu. Maman. Je me suis retourné. Paul marchait vers moi, seul. Son visage était tiré, plus pâle que dans mon souvenir, sa voix plus douce. Tu le fais vraiment, n'est-ce pas, a-t-il dit. Je l'ai regardé. Non, ai-je dit. C'est toi qui as fait ça. Ses épaules se sont affaissées, comme si pour la première fois il réalisait qu'il ne pouvait pas me rejeter la faute. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, a-t-il marmonné. J'ai hoché la tête. C'est ça, avec les limites. Une fois qu'on les franchit, on ne peut plus décider où elles s'arrêtent. Il a semblé vouloir en dire plus, mais sa bouche s'est refermée. Vivien s'est avancé à mes côtés. Nous devrions rentrer. Nous l'avons fait. Quand le juge est revenu, il n'a pas tardé. Motion accordée. Les documents falsifiés ont été rejetés comme invalides. Les statuts de la fondation étaient protégés. Une saisine avait été faite auprès du bureau du procureur de district pour une enquête plus approfondie. Et avec ça, c'était terminé, du moins aux yeux de la cour. Mais pour moi, c'était quelque chose de plus profond. Je m'étais tenu devant le système qui ignorait autrefois les femmes comme moi, balayait nos voix, supposait que nous étions trop fragiles, confuses ou trop émotives, et j'avais été entendu. Je n'ai pas gagné parce que j'ai crié plus fort. J'ai gagné parce que j'ai refusé de détourner le regard.
J'ai gagné parce que j'ai gardé mes dossiers, dit la vérité et fait confiance au silence pour faire son travail. Ce soir-là, je me suis assise sur le porche avec Vivien et Grace. Nous avons partagé une tarte aux pêches et laissé la brise entrer. Aucune de nous n'a beaucoup parlé. Nous n'en avions pas besoin. La vérité avait parlé pour nous, et pour une fois, cela avait suffi. 2 jours après le verdict, je me promenais dans mon jardin avec des ciseaux à la main. L'air était vif avec la première morsure de l'automne, et le soleil était plus bas, baignant tout dans une lumière ambrée. Les buissons de lavande avaient de nouveau poussé sauvagement. Je les ai coupés doucement, bouquet par bouquet, laissant le parfum remplir l'espace silencieux autour de moi. C'est ainsi que je suis toujours revenu à moi-même, à travers quelque chose d'ordinaire. Vivien avait appelé plus tôt ce matin-là. Son ton était différent maintenant, plus léger, même chaleureux. Le bureau du procureur du comté va de l'avant, a-t-elle dit. Accusation formelle, fraude, faux et usage de faux, tentative de détournement d'actifs d'une organisation à but non lucratif. 3 chefs d'accusation. Je les remerciais, mais à l'intérieur, il n'y avait aucune explosion de joie, aucun point triomphant levé, seulement le poids calme de l'inévitable. Il ne s'agissait jamais de vengeance. Il s'agissait de la vérité, d'être vu, d'être entendu, et de tenir bon quand chaque partie de moi avait été rejetée. Paul n'avait pas appelé depuis l'audience. Pas de message, pas de lettre, pas le moindre signe de regret. Je l'imaginais assis dans sa maison, les stores baissés, le téléphone à la main, essayant de formuler une phrase qui ne le ferait pas paraître petit, mais il n'y en avait aucune. Le silence en disait assez. Marissa avait été aperçue quittant la ville. Grace l'a vu charger des cartons à l'arrière de son Range Rover derrière l'ancienne boulangerie. Pas d'adieu, pas d'excuses publiques, juste une retraite silencieuse. C'était toujours comme ça avec les gens comme elle. Ils disparaissaient quand les miroirs se tournaient vers eux. Plus tard cet après-midi-là, Grace est passée. Elle a apporté une boîte de vieilles photos qu'elle avait sauvées du garde-meuble que j'avais partagé autrefois avec Paul. Je ne lui avais pas demandé. Elle l'a juste fait. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, triant les souvenirs. Le jour de mon mariage. Paul en bas âge, s'accrochant à ma jambe avec cette moue têtue. Noël dans le Colorado quand le courant a été coupé et que nous avons éclairé tout le chalet avec des bougies. J'ai regardé ces images non pas avec amertume mais avec distance, comme des artefacts de la vie de quelqu'un d'autre. Une version de moi qui avait cru que l'amour, l'effort et la loyauté pouvaient transformer n'importe qui en bonté. Grace a trouvé une photo que je n'avais pas vue depuis des années. C'était de mon 50e anniversaire, prise sur la terrasse de notre ancienne maison au bord du lac. Mon mari se tenait à côté de moi, son bras autour de mon épaule. Paul se tenait derrière lui, rayonnant. Nous venions de finir une tournée de saumon grillé. Je me souviens avoir pensé à ce moment précis à quel point j'étais chanceuse. J'ai aplati la photo contre la table et je l'ai regardée, non pas avec chagrin, mais avec réflexion. Cette femme, cette version de moi, n'avait aucune idée à quelle vitesse cette chaleur se transformerait, à quel point la ligne entre l'affection et le droit était mince. Mais elle n'avait pas eu tort d'espérer. Elle n'avait pas eu tort d'aimer. Elle n'était juste pas préparée. À la tombée de la nuit, j'avais pris une décision. Le centre communautaire a appelé le lendemain matin, confirmant l'espace pour l'événement. J'avais décidé d'organiser une réception pour les bénéficiaires et les partenaires de la fondation. Pas un gala, rien de tape à accent grave-l'œil, juste une célébration tranquille, un remerciement, un cercle de résilience. Vivien a proposé de l'aide pour la logistique. Elle rédigeait déjà le communiqué de presse. Les médias avaient repris l'histoire depuis la décision du tribunal. Une femme âgée gagne la bataille pour le contrôle falsifié d'une organisation à but non lucratif, titraient les journaux. Mais ce n'était pas ça, l'histoire. Pas vraiment. L'histoire était ce qui arrive quand les gens supposent que vous resterez silencieuse à cause de votre âge. Quand ils oublient que les années ne vous affaiblissent pas, elles vous aiguisent. J'ai visité les nouveaux locaux de la fondation cet après-midi-là. C'était plus petit que l'ancien, mais plus fonctionnel. Quelques-uns des jeunes bénévoles étaient là, peignant les murs en vert sauge. Une femme nommée Liana venait de déménager de l'Oregon pour travailler à plein temps sur notre programme de soutien rural. Elle m'a serré fort dans ses bras quand je suis entré. « Vous avez sauvé cet endroit ?» a-t-elle dit. J'ai souri, mais à l'intérieur je savais la vérité. Non, j'avais simplement refusé qu'il soit volé. De retour à la maison,
je me suis assise près de la fenêtre et j'ai écrit une lettre, pas à Paul, pas au tribunal, mais à moi-même. Une lettre qui commençait par « Je ne me suis pas brisé » et se terminait par « Et je ne disparaîtrai pas ». Parce que c'est ce que toute cette épreuve avait tenté de faire, m'effacer, écrire par-dessus moi avec des ruses légales et des doutes chuchotés. Mais je suis resté. Je me suis tenu debout. J'ai laissé le feu monter et je ne l'ai pas fui. Le lendemain, mon voisin m'a arrêté à la boîte aux lettres. « Ruth, a-t-il dit, ma femme et moi avons lu l'article. Ce que vous avez fait, c'est quelque chose. » Je l'ai remercié et j'ai continué mon chemin, non pas parce que je n'étais pas touché, mais parce que j'avais passé assez de temps à laisser les opinions des autres définir ma valeur. Maintenant, je marchais à mon propre rythme. Ce soir-là, le ciel s'est ouvert sous la pluie, régulière, non violente. J'ai fait du thé et je me suis enveloppé dans une courte pointe cousue il y a des décennies. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La quiétude. Ce n'était pas la paix. Pas tout à fait. Mais c'était le début. J'ai pensé à toutes les femmes que j'avais rencontrées au centre. Les mères célibataires, les grands-mères élevant leurs petits-enfants, les veuves recommençant à 70 ans. Nous n'étions pas fragiles. Nous n'étions pas des reliques. Nous étions des survivantes avec des souvenirs assez longs pour survivre à la trahison. Et j'étais l'une d'entre elles, ni brisée, ni amère, juste éveillée. 3 semaines après le verdict, je me tenais sur la petite scène du nouveau centre communautaire, tenant un micro avec des mains qui ne tremblaient plus. Devant moi, il y avait près de 100 visages. Certains que je connaissais bien, certains que j'avais aidés à traverser des hivers difficiles, de longs divorces ou des anniversaires solitaires. Certains que je n'avais jamais rencontrés, mais ils étaient là parce que la fondation les avait atteints d'une manière ou d'une autre. C'était suffisant. La salle n'était pas luxueuse. Des chaises pliantes, des urnes à café sur des tables en plastique, quelques vieux ventilateurs de plafond bourdonnant au-dessus. Mais les murs étaient fraîchement peints et tapissés de photos de nos programmes, des femmes apprenant des métiers, des bénévoles en soins aux personnes âgées étreignant des patients, des enfants riant à côté de boîtes de dons pleines. Je n'avais pas préparé de discours. Je ne voulais pas jouer un rôle. J'ai juste dit la vérité. Cette organisation n'a jamais été une question d'argent, ai-je dit lentement, marquant une pause pour reprendre mon souffle. Il s'agissait de ne pas être effacé, de prouver que la seconde moitié de votre vie peut être tout aussi puissante que la première, peut-être même plus. Ils ont applaudi, mais je n'ai pas laissé le moment s'éterniser. J'ai passé le micro à Liana et je suis descendu de la scène. Elle était l'avenir maintenant. Sa voix, son leadership, son énergie. J'avais construit les fondations. Il porterait le reste. Après l'événement, les gens sont restés. Certains ont pleuré. Certains m'ont serré dans leurs bras. Une femme m'a glissé un mot qui disait simplement « Grâce à vous, j'ai demandé la garde de mon petit-fils ». J'ai glissé le mot dans la poche de mon manteau et je suis sorti par la porte de derrière. Le soleil était déjà couché. L'automne se transformait en début d'hiver. Je pouvais sentir le gel arriver. Quand je suis rentré à la maison, la lumière du porche était allumée. Grace avait laissé un plat à gratin près de la porte avec une serviette collée dessus. « Repose-toi. Tu l'as bien mérité. » À l'intérieur, j'ai allumé la cheminée et je me suis versé un petit verre de vin. La maison, autrefois trop silencieuse, me semblait maintenant un sanctuaire. Paul n'a jamais repris contact. J'avais longtemps imaginé de grandes excuses, un appel téléphonique en larmes, une lettre pleine de regrets, mais ce n'est jamais venu. À la place, j'ai reçu un paquet de son avocat. À l'intérieur se trouvait un formulaire de règlement signé, renonçant à toute réclamation restante sur la fondation ou les propriétés encore à mon nom. Pas de mots, pas d'explication. Il avait choisi le silence plutôt que la rédemption. Je l'ai accepté, non pas parce que je lui pardonnais, mais parce que je n'avais plus besoin de rien de sa part. Son chapitre dans ma vie s'était refermé depuis longtemps. Il ne l'avait simplement pas remarqué avant que la porte ne se verrouille derrière lui. Le lendemain matin, j'ai donné les derniers de ses souvenirs d'enfance à la friperie du refuge local. Non pas par colère, juste par clarté. Certaines choses n'ont pas besoin d'être stockées, elles ont besoin d'être lâchées. Les jours suivants, j'ai commencé à marcher chaque matin, 5 kilomètres au lever du soleil, parfois seul, parfois avec des voisins qui se joignaient à moi tranquillement. Nous n'avons jamais parlé de ce qui s'était passé. Nous n'en avions pas besoin.
Ils avaient suivi l'affaire dans les journaux, à la télévision, à travers les chuchotements dans les allées des supermarchés. Mais marcher avec eux était une sorte de respect tacite, et c'était plus précieux que n'importe quelle excuse. Un matin sur le sentier derrière le verger, j'ai aperçu une jeune femme assise sur un banc avec son enfant. Elle avait l'air fatiguée, comme si le monde lui pesait sur la poitrine depuis trop longtemps. En passant, elle m'a arrêté. « Vous êtes Ruth, n'est-ce pas ? La femme qui s'est battue. » J'ai souri doucement. « Je suis Ruth, mais je ne me suis pas battue. J'ai juste refusé de disparaître. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Merci, » a-t-elle chuchoté. C'était tout. Pas d'autres mots. Cet après-midi-là, j'ai planté 3 nouveaux pommiers au bord de mon jardin. Je ne sais pas si je vivrai assez longtemps pour les voir porter des fruits, mais planter quelque chose que vous ne récolterez peut-être jamais est un acte de foi. Pas en vous-même, mais dans le monde après vous. Grace est revenue ce week-end. Nous avons bu du thé, ri du reportage qui avait mal prononcé son nom, et parlé d'organiser un atelier d'écriture pour les femmes retraitées au printemps prochain. Les histoires, a-t-elle dit, sont la dernière chose qu'ils ne peuvent pas voler. Quand elle est partie, je me suis tenu à la fenêtre et j'ai regardé le vent bouger dans les arbres. Le genre de vent qui ne renverse pas les choses, mais qui vous rappelle qu'elles peuvent tenir debout. Je n'ai pas disparu. J'ai reconstruit. J'ai redéfini et je suis resté entière. Si vous vous êtes déjà senti rejeté, effacé ou sous-estimé simplement à cause de votre âge, de votre silence ou de votre gentillesse, sachez ceci, vous avez toujours le pouvoir de tracer la ligne, de reprendre votre espace, de planter quelque chose de nouveau. Si mon histoire a touché une partie de votre cœur aujourd'hui, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aussi. Ou prenez simplement une profonde respiration et rappelez-vous que vous n'avez pas fini. Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes toujours en train d'écrire votre histoire. Et peut-être qu'elle ne fait que commencer à devenir intéressante.